premier, je vais vous donner un petit diagnostic ou un état, si vous voulez, de la situation de l'économie européenne. Parce que je crois qu'on ne peut pas tellement parler d'économie française aujourd'hui sans la replacer dans le contexte européen, dans le contexte de la zone euro, toutes ces affaires-là. Bon. Donc je vais dire quelques mots sur la manière dont je perçois aujourd'hui la situation de la zone euro et ce qui peut lui arriver dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Dans un deuxième temps, je parlerai plus spécifiquement des questions financières, des questions bancaires, et j'essaierai de dire un mot sur cette fameuse loi de réforme bancaire qui m'a un peu occupé ces derniers jours et qui a un petit peu occupé devant de la scène une fois qu'on a fini de parler du mariage pour tous. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de dire quelques mots sur la transition écologique, qui me semble être l'aspect très positif et qui me laisse très optimiste aujourd'hui pour l'avenir en France et en Europe. Voilà. Donc, premier point, la question européenne. Où est-ce qu'on en est? Alors, de mon point de vue, donc là, je vais vous donner des mauvaises nouvelles. La première partie sera les mauvaises nouvelles, la deuxième aussi, et la troisième des très bonnes nouvelles. Donc, pour les très bonnes nouvelles, il faut attendre la troisième partie. La zone euro est loin d'être terminée et en fait est toujours devant nous. Au fond, nous n'avons fait que coller des rustines, pour prendre une image, sans essayer de venir à la racine du problème. Alors, de mon point de vue, la racine du problème est double. Elle tient d'abord à un défaut structurel de la zone euro, que j'ai essayé d'expliquer, et puis à un problème financier, donc, que j'aborderai dans la deuxième partie. Donc, dans cette première partie, les problèmes structurels de la zone euro. De mon point de vue, la Grèce va de nouveau faire défaut sur sa dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle va de nouveau être contrainte de dire, ben voilà, on est désolé, mais on ne peut pas payer nos dettes publiques. Pourquoi? Pour une raison très très simple, sur laquelle d'ailleurs il n'y a absolument pas de discussion entre économistes, j'allais dire professionnels aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas le dire devant la caméra, mais en fait là-dessus il n'y a pas de débat. Si vous voulez, imaginez qu'à ma gauche j'ai la taille du gâteau Grèce, c'est-à-dire la richesse de l'économie grecque. Et puis à ma droite, j'ai la montagne des dettes publiques grecques. Supposez que la taille du gâteau est constante, elle n'augmente pas. Et puis la montagne continue d'augmenter. Alors si vous espérez qu'un jour on pourra rembourser la montagne de dettes avec la richesse produite par le pays, et si la montagne augmente alors que le gâteau n'augmente pas, il n'y a plus de chance. Vous voyez? Alors pour être un tout petit peu plus subtil, il se pourrait que la montagne augmente, que le gâteau augmente également, mais moins vite. Alors s'il augmente moins vite, déjà c'est perdu. Vous voyez? Pour qu'on puisse un jour payer les dettes, il faut que le gâteau ait une taille qui augmente plus vite que la montagne des dettes. Ça va? Bon. Et ça, je vous assure, les économistes ont bien compris. Même si, quelquefois, le bon sens nous échappe. Alors, dans le cas de la Grèce, c'est bien pire, la taille du gâteau diminue. Puisque la croissance, entre guillemets, de la Grèce l'an dernier, c'est moins 7,5% du PIB, du PIB, du produit intérieur brut. Donc la Grèce aujourd'hui connaît un effondrement de son produit intérieur brut qu'elle n'a jamais connu depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais, c'est la première fois. Et elle est en train de plonger dans la situation d'un pays, on l'a vu, d'Afrique subsaharienne, le Tchad typiquement. Vous savez qu'à Athènes aujourd'hui, il y a 200 000 personnes qui ont quitté Athènes parce qu'elles ne peuvent plus y vivre. Alors qui pour aller carrément quitter le pays? Donc il y a eu pas mal de Grecs qui ont quitté la Grèce. Il y a un flux assez important vers l'Australie. Bon, ne me demandez pas pourquoi les Grecs vont en Australie. Voilà. Et puis les autres pour aller cultiver les champs quand ils en ont à la campagne, pour ceux qui savent faire. Donc, ça vous dit l'état dans lequel se trouve la population athénienne. Dans les pharmacies et les hôpitaux d'Athènes, aujourd'hui, on ne trouve plus de médicaments. Voilà. C'est comme dans une grande capitale d'Afrique subsaharienne. Vous allez à l'hôpital, vous payez le médecin et il faut que vous achetiez vous-même les médicaments sur le marché noir. Parce qu'il n'y en a pas à l'hôpital. Bon. C'est ça la Grèce aujourd'hui. Et le gâteau grec, si vous voulez, les ressources pour créer de la richesse en Grèce, c'est essentiellement du tourisme et du transport maritime. C'est tout. Il n'y a pas véritablement d'industrie en Grèce. Bon. Il n'y a pas non plus véritablement d'administration publique digne de ce nom, au sens où nous en connaissons une, nous, en France. La Grèce n'a pas eu la chance, entre guillemets, d'avoir Napoléon Ier. Et donc, au fond, c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle a tant de mal à lever des impôts, c'est que, en gros, l'administration fiscale grecque est très 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 défaillante. D'autant que les inspecteurs des impôts sont les premiers fonctionnaires grecs à qui on a infligé des réductions de salaire. Donc évidemment,
ils n'ont plus tellement envie de travailler. Voilà. Alors tout ceci vous explique que le marasme grec est total. De mon point de vue aujourd'hui, on a détruit la société grecque et il lui faudra une génération pour se reconstruire et pour sortir de la misère. Malheureusement, mutatis mutandis, on pourrait quasiment dire autant du Portugal. C'est moins dramatique, mais quand même, le Portugal est en train de plonger également. Pour l'Espagne, c'est moins évident. L'Espagne est sur le bord du précipice, si je puis dire. Alors, quel est le signal qui permet de... signal un peu objectif, hein, parce que là, je vous fais une peinture un peu apocalyptique de ce que vit la Grèce, mais certains économistes... vous voyez, par exemple, il y a une statistique qui est un peu effrayante, le taux de suicide en Grèce a augmenté de 100% en un an, en 2010. Alors, quand je dis ça à mes collègues, ils me répondent, ben oui, mais c'était le plus faible d'Europe. Mais ce n'est pas une raison, c'est parce que c'était le plus faible d'Europe qu'il est légitime qu'il augmente de 100% en un an. Oui. Alors, bon... N'empêche qu'il y a un critère sur lequel les économistes frémissent, même ceux qui ont le moins de sens commun, qui est le niveau général des prix. Alors, en Grèce, le niveau général des prix aujourd'hui baisse. Alors, vous pourriez me dire, a priori, bah, c'est une bonne nouvelle, c'est moins cher. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout la même chose que lorsque vous avez des soldes au supermarché d'à côté. Le niveau général des prix qui baisse, aucun d'entre nous ici, probablement, n'a connu ça en France, puisque la dernière fois, c'était dans les années 30, ou très peu d'entre nous dans cette salle. C'est une très mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que lorsque le niveau général des prix commence à baisser, tout le monde s'arrête. Pourquoi? Parce que si je suis un ménage et que je veux, par exemple, acheter un appartement, je me dis, bah, je vais attendre demain parce que ce sera moins cher. Si je suis une entreprise et que je veux investir, je me dis, bah, je vais investir demain, ça me coûtera moins cher également. Tout le monde attend. Le lendemain, les prix ont baissé, et là, je me dis, bah, j'ai bien fait d'attendre, donc je vais attendre un jour de plus. Et puis j'attends encore un jour. Et de cette manière-là, bon, c'est une image, hein, mais quand même, je crois que ça aide bien à comprendre, l'économie se met à s'attendre elle-même, et le moteur économique s'arrête, se met en panne. Bon, il n'y a plus de croissance, le chômage monte tranquillement, et les prix ne montent plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la déflation, et c'est une très très mauvaise nouvelle. Alors, un pays qui est plongé dans la déflation depuis de nombreuses années maintenant, c'est le Japon. Le Japon a connu, au début des années 1990, une espèce de grande répétition générale de la crise du subprime, de notre crise à nous. Donc chez nous, c'était en 2007-2008. Au Japon, c'était en 90. La grande différence, c'est que la finance au Japon n'avait pas réussi à transformer cette crise en une crise mondiale. J'expliquerai tout à l'heure comment et pourquoi, dans mon deuxième point. Donc en 90, le Japon a implosé tout seul, silencieusement, dans son coin, et n'a pas impacté le reste du monde, heureusement, à l'époque. Il n'empêche qu'à ce moment-là, il est tombé dans ce qu'on peut appeler donc, la déflation, les prix ont arrêté de monter, tout le monde s'est mis à s'attendre mutuellement, et le Japon ne sait pas comment sortir de ce piège. D'ailleurs, dans les années 30, toute l'Europe était plongée là-dedans, les États-Unis aussi, et on n'a pas su davantage comment en sortir. Ce qui nous en a fait sortir, malheureusement, c'est la guerre. Donc ça, c'est un vrai, je veux dire, c'est un vrai traumatisme. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'économistes aux États-Unis préconisent la politique que mènent aujourd'hui les États-Unis, que je vais décrire tout à l'heure, parce qu'ils ont très très peur de la trappe déflationniste, de la déflation. Nous, en Europe, c'est assez paradoxal, il y a des politiques et des économistes qui ne croient pas que la déflation soit possible. Pourtant, ils voient bien que la Grèce est dedans, mais voilà. Ils se disent, ils ne croient pas, si vous voulez, au phénomène que j'essaie de vous décrire et au caractère irréversible, à vue humaine, de la trappe déflationniste. C'est-à-dire quand on leur dit, vous savez, la déflation, on sait quand on y rentre, personne ne sait quand on en sort, ils ne croient pas. Ce qu'ils ont en tête, c'est un schéma, le schéma du plongeur dans la piscine. C'est-à-dire, moi, ce qu'ils me disent, c'est, eh bien, on va imposer un ajustement structurel extrêmement dur et violent, ça ils en sont conscients, à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, à l'Italie, bon, éventuellement à la France aussi. Et puis, lorsque les salaires espagnols, ou portugais, ou grecs, ou italiens seront au niveau des salaires chinois, ou vietnamiens, eh bien, nos investisseurs iront investir en Espagne et au Portugal. Et là, les usines vont monter du sol, et ça va être l'Eldorado. Et alors là, c'est l'image du plongeur dans la piscine, parce qu'ils se disent, ben, il faut que l'économie espagnole, grecque ou portugaise descende suffisamment profond au fond de la piscine, et quand elle touchera le fond, sous-entendu quand on sera compétitif avec les Chinois, mais là, elle va remonter. Vous voyez. Soit à quoi je réponds, ben, vous savez, moi je me suis noyé dans une piscine quand j'étais petit, donc je sais ce que c'est. Quand le plongeur touche le fond de la piscine et qu'il est noyé, ben, il meurt au fond de la piscine. Il ne rebondit pas. Ça, c'est l'imaginaire, le rebond.
Alors on a un vrai... Donc là je fais exprès d'utiliser des images, hein, mais tout ça peut se traduire en termes techniques. Il y a un vrai débat là-dessus, c'est est-ce que faire plonger le plus profond possible le noyer au fond de la piscine lui permettra de rebondir? Moi je crois pas. Ça casse la société, ça casse l'économie, et après, vous ne pouvez pas la ressusciter par un coup de baguette magique sous prétexte que les salaires sont bas. Je donne un exemple en Espagne actuellement, parce qu'il y a quelques étudiants parmi vous. Les étudiants ingénieurs espagnols les plus brillants quittent l'Espagne. Ils vont pour les uns en Allemagne, donc ils apprennent l'allemand à toute vitesse, puis les autres vont en Amérique latine, parce qu'au moins il y a du boulot en Amérique latine. Vous savez que la moitié des jeunes en Espagne aujourd'hui sont au chômage. La moitié, 50% au moins, 55% peut-être même. Et un quart de la population active en Espagne est au chômage. Et donc j'ai discuté l'été dernier avec l'équivalent, si vous voulez, des ingénieurs des ponts en Espagne. Un jeune garçon chrétien qui me disait, voilà, avec toute ma promo, on a discuté, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils sont tous partis. Et lui, il est resté parce que sa femme, espagnole, catholique, lui a dit, mon coco, on s'est mariés, on reste en Espagne. Grâce à sa femme, il est resté. Et au passage, ils se sont posés aussi une autre question avec ses camarades de promo, qui était, est-ce qu'on vide notre compte en banque? Parce qu'au fond, les banques espagnoles ne sont pas sûres. Et ça, c'est vrai, il a bien raison. Je vais en dire 2 mots tout à l'heure. Est-ce qu'on vide notre compte en banque? Et là, de nouveau, c'est son épouse qui lui a dit non, 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 nous, on est solidaires de l'Espagne. Si tout le monde se met à vider son compte en banque, nos banques sont en faillite. Donc nous, on va laisser notre argent dans notre compte en banque. Et on assumera solidairement ce qui va se passer en Espagne. Oui. Donc c'est très courageux. Mais la plupart des jeunes espagnols ne sont pas aussi courageux que ça. On peut les comprendre aussi. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a des leçons à donner aux jeunes espagnols. Hein. J'essaie de vous faire sentir un peu ce que vit l'Espagne aujourd'hui. Si vous avez la jeunesse, enfin une partie de l'élite de la jeunesse du pays qui s'en va, vous pourrez faire baisser les salaires, ça ne va pas permettre au pays de redémarrer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors là il y a un vrai débat, et moi de mon point de vue, le grand danger c'est la déflation. Si jamais l'Espagne tombait dedans, avec le Portugal, la Grèce, ils y sont déjà, l'Italie, voilà, c'est pas clair non plus, ça peut être très très dangereux pour l'ensemble de l'Europe, parce qu'une fois que nous sommes dedans, je ne sais pas comment on en sort. Je dirais en troisième partie quelques mots sur les espoirs que peut donner l'idée de faire une grande relance keynésienne. Mais je continue un tout petit peu sur la question européenne. Un mot sur la responsabilité des États dans ces affaires-là, puisque les médias nous ont beaucoup répété qu'au fond les Grecs étaient un peu des tricheurs et que s'ils souffrent c'est quand même un peu de leur faute, voilà, et qu'il n'y a pas trop à s'apitoyer sur le sort des Grecs. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture-là. La Grèce est entrée dans la zone euro en 2001, et c'est vrai qu'à l'époque, elle a falsifié ses comptes publics. Ça, c'est vrai. Et elle l'a fait avec l'aide d'une banque américaine qui s'appelle Goldman Sachs, qui lui a aidé, en fait, à maquiller ses comptes pour donner l'impression qu'elle vérifiait les critères de Maastricht, alors qu'elle ne les vérifiait pas. Et voilà. Sauf que Eurostat, qui est l'équivalent européen de l'INSEE, à Luxembourg, qui est constitué de gens tout à fait compétents, a très bien vu la ficelle. Et a dit à l'époque, en 2001, attention, attention, les comptes grecs sont faux. Et la Commission européenne n'a rien dit, elle a fermé les yeux. La France n'a rien dit non plus, et l'Allemagne non plus. La Grèce est même le seul pays dont nous, la France, nous ayons soutenu l'entrée dans la zone euro. Pour tous les autres, on s'est abstenu prudemment en disant on n'est pas sûr, ce soit le bon moment. Alors pour la Grèce, par contre, c'était le bon moment, il fallait y aller. Alors que Eurostat venait de dire que les comptes étaient faux. Alors je me suis posé pendant un bon moment la question de savoir pourquoi nous avions été si pressés d'accueillir la Grèce et pourquoi nous avons fermé les yeux. Alors, je vous avoue que j'ai demandé à un commissaire européen qui était à l'époque à la Commission européenne en 2001 et qui m'a dit qu'elle, je te jure que je ne savais pas que les comptes grecs étaient faux. Je veux bien le croire. Il n'empêche qu'il devait quand même y avoir quelques commissaires européens qui étaient au courant. Lui, peut-être, ne le savait pas. Mais d'autres, manifestement, devaient le savoir. Je ne peux pas imaginer qu'ils ne le savaient pas. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est qu'à partir du moment où la Grèce est entrée dans la zone euro, un certain nombre de banques se sont mises à prêter énormément d'argent à la Grèce à un taux d'intérêt très faible, très bon marché. Ces banques sont des banques françaises et allemandes. Et donc, on peut imaginer que, évidemment, nous étions intéressés à ce que la Grèce rentre dans la zone euro pour que nos banques puissent prêter à la Grèce. Qu'est-ce que la Grèce a fait avec cet argent qu'on lui a prêté à bon marché? Elle a fait des grands travaux, par exemple le métro athénien, et ces grands travaux ont été réalisés par des entreprises qui n'étaient pas grecques. Il n'y en a pas des entreprises grecques pour faire des grands travaux, des entreprises allemandes et françaises. Elle a acheté beaucoup d'armements à la France. Alors, vous savez que la Grèce est devenue notre 3e client d'armes. Parce que c'est bien connu, la Grèce est une grande puissance géopolitique
qui, pour défendre Chypre, a besoin de je ne sais combien de rafales et de sous-marins et que sais-je d'autre. Et donc, on lui a vendu ceci. Vous voyez? Alors, ça, c'est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est la seule raison. Enfin, voilà, je vous lance cette hypothèse. Nous étions assez intéressés à ce que la Grèce puisse entrer dans la zone euro. Comment est-ce que, malgré tout, on a pu se permettre de fermer les yeux? Alors, j'ai aussi un élément de réponse que j'ai découvert tout récemment. C'est quelqu'un qui m'a expliqué ça il n'y a pas très longtemps. Au fond, il semble que, en réalité, truquer les comptes publics, nous l'ayons fait nous aussi. La France et l'Allemagne. Donc, là, je comprends que, du coup, on ne se sera pas empressé de dire « Ah, mais quand même, ça ne va pas du tout, les comptes grecs sont faux. » Parce que si on en a fait autant, je comprends qu'on se pèse, si vous voulez, avec pudeur sur cette question. Ceci dit, alors je fais exprès, n'empêche que c'est vrai que l'administration fiscale grecque ne fait pas son boulot. C'est vrai que les grands armateurs grecs ont tous mis leur argent en Allemagne. Oui, tout ce qu'on dit là-dessus est vrai aussi. Mais il n'empêche que ça me semble tout à fait injuste d'accabler aujourd'hui la population grecque en disant c'est bien de leur faute s'ils sont malheureux aujourd'hui. Bon, je n'en dis pas plus sur la Grèce, on en reparlera tout à l'heure si vous voulez. Comment ceci peut-il évoluer? Alors, la Grèce elle-même ne paiera jamais ses dettes publiques, ça me paraît très clair. Donc, elle va de nouveau faire défaut sur sa dette. Est-ce que ceci peut arriver dans les mois qui viennent? Je ne crois pas, pour une raison simple, c'est que vous savez que, je crois que c'est le 22 septembre de cette année, 2013, il y a des élections en Allemagne. Et Angela Merkel a absolument besoin d'avoir un paysage européen relativement calme et tranquille pour pouvoir aborder les élections. Parce qu'elle a un bilan politique intérieur qui n'est pas extraordinaire. Et ce qui lui donne sa stature de femme politique capable de gagner les élections et d'être réélue, c'est sa position européenne. Donc il lui faut une Europe relativement tranquille. Et donc, bon, je ne suis pas absolument certain, mais je parierais volontiers avec vous qu'il ne se passera rien de grave en Europe d'ici septembre 2013. On fera tout ce qu'il faut pour que la Grèce soit maintenue hors de l'eau, quitte à ce que Mario Draghi, le patron de la BCE, continue de créer des milliards pour aider la Grèce, qu'elle ne pourra jamais rembourser. Bon. Mais on fera en sorte qu'il n'y ait pas de catastrophe majeure d'ici septembre 2013. Pourquoi est-ce que la Grèce est si importante? Parce que vous pourriez me dire, mais au fond, le PIB de la Grèce, la taille du gâteau grec, c'est tout petit. La Grèce pèse moins lourd que le département des Hauts-de-Seine. La Grèce, c'est moins de 2% du PIB européen. Donc c'est rien du tout. Au fond, c'est un non-sujet, et c'est vrai que si on avait tout de suite remboursé pour la Grèce les dettes publiques de la Grèce en 2010, on aurait réglé le problème. Mais on ne l'a pas fait. Et donc la dette a augmenté. Comme la taille du gâteau a diminué, la dette est encore plus lourde. Comme les prix diminuent, et que la dette est libellée en nominal, c'est-à-dire c'est toujours autant de millions d'euros ou de milliards d'euros qu'il faut rembourser. Quand les prix diminuent, pour ceux qui ont à payer la dette, c'est encore plus cher. Donc la Grèce va de nouveau faire défaut, alors que, comme vous le savez, vous l'avez sûrement repéré, elle a déjà restructuré sa dette en février dernier et en septembre dernier. On a déjà 2 fois de suite restructuré la dette grecque, et ça ne suffit pas du tout. Le Portugal, probablement, sera sur le même sentier. Je ne vois pas du tout comment le Portugal réussirait à y échapper. L'Espagne aussi. Alors, dans le cas de l'Espagne, ce n'est pas du tout un problème de finances publiques. L'Espagne a une vraie administration qui lève des impôts. L'Espagne n'a pas plus falsifié ses comptes que la France, en tout cas. Non, le problème espagnol, c'est un problème bancaire. Parce que la dette publique espagnole en 2007, c'est 40% du PIB espagnol. Donc c'est très peu. C'est un très bon élève en 2007, en termes de finances publiques, l'Espagne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en France, la dette publique française, c'est 90% du PIB. Simplement, la dette publique espagnole, 40% en 2007, aujourd'hui c'est 80%, en gros, elle a été multipliée par 2 donc en 5 ans. Pourquoi? Essentiellement à cause des banques espagnoles. Donc ça, j'en parlerai dans ma deuxième partie. Comment les banques ont réussi à accumuler autant de dettes qu'elles coulent un pays. On verra ça tout à l'heure. Mais c'est parce que l'Espagne a décidé de recapitaliser ses banques, c'est-à-dire de sauver ses banques avec l'argent du contribuable, que la dette publique espagnole explose. Puisque, je vous le redis, en 2007, l'Espagne était un très bon élève en termes de finances publiques. Bien meilleur élève que la France. Et aujourd'hui encore, elle a une dette publique plus faible que la France relativement à son produit intérieur brut. Parce qu'il est à 80%, nous on est à 90%. Un autre pays qui est dans une situation analogue à celle de la Grèce, c'est l'Irlande. L'Irlande, en 2007, la dette publique irlandaise, c'est 25% du PIB. Donc c'est encore moins que l'Espagne. L'Irlande est le meilleur élève de la classe européenne à l'époque. En 2010, les banques irlandaises passent toutes
avec succès les tests de résistance aux risques extrêmes imposés par la Banque Centrale Européenne, la BCE, ce qu'on appelle des stress tests. Donc c'est des tests, si vous voulez, que la Banque Centrale impose aux banques pour vérifier qu'en cas de malheur, elles peuvent tenir le choc, qu'elles sont résilientes, comme on dit. C'est comme si vous obligiez un avion à traverser une tempête pour voir s'il résiste à la tempête. Donc, en mai-juin 2010, les banques irlandaises passent toutes avec succès les tests. Donc, elles sont capables de traverser la tempête. Et puis, en octobre-novembre 2010, alors qu'entre-temps, il ne s'est rien passé, rien de spécial, elles sont toutes en faillite. Donc, l'Irlande les nationalise toutes, et, à mon avis, fait l'erreur, mais voilà, de ça on peut discuter, prend à son compte, au compte de la dette publique, les dettes privées de ces banques. Et la dette publique irlandaise passe de 25% du PIB à 100%, multiplication par 4 en un an. Parce que, c'est quoi? Les 75% nouveaux, ça vient des dettes privées bancaires. C'est pas du tout que Dublin, tout d'un coup, se serait mis à recruter des millions de fonctionnaires irlandais payés à ne rien faire. Ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'on a fait porter sur le dos du contribuable le poids des dettes privées bancaires irlandaises. C'est tout. Et depuis lors, l'Irlande essaye de s'en sortir. Grâce à quoi? L'Irlande non plus, hein, c'est pas un grand territoire industriel, hein, c'est essentiellement grâce au dumping fiscal, parce que l'Irlande, comme vous le savez, est un paradis fiscal. Ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne trajectoire de sortie de crise pour l'Irlande. Mais voilà, c'est comme ça que pour l'instant, elle entend s'en sortir. Troisième exemple, l'Islande, toute petite, 320 000 habitants, qui n'est pas dans l'Union européenne, qui n'est pas dans la zone euro, et au fond, ça lui réussit, parce que vous allez voir, elle a réagi complètement différemment. L'Islande aussi a vu la totalité de son secteur bancaire imploser en vol en 2010. Donc ces trois plus grosses banques étaient toutes en faillite, et elles avaient accumulé 7 fois le PIB islandais de dettes privées, bancaires. Donc l'État islandais les nationalise, et se pose la question, est-ce qu'on reprend à notre compte les dettes privées de nos banques? Et le président d'Islande de l'époque demande à faire un référendum pour poser la question aux Islandais. Au fond, il dit, si on reprend à notre compte les dettes de nos banques, ça va endetter les Islandais pour plusieurs générations, donc c'est quand même eux les premiers concernés, on leur pose la question. Et le premier référendum donne non à 95%, les Islandais refusent de rembourser. Alors, plus précisément, ils refusent de rembourser les dettes des banques islandaises qui sont dues à des non-résidents. À des non-résidents islandais. Et il se trouve que ces créanciers non-islandais sont majoritairement des Britanniques et des Hollandais. Alors évidemment, ça rend les relations diplomatiques avec l'Union européenne très compliquées. Jusqu'alors, l'Islande était candidate pour entrer dans l'Union européenne, mais évidemment, Bruxelles a fait comprendre très clairement que si elle ne remboursait pas la totalité de ses dettes dues à des créanciers de la zone euro, ou de l'Union européenne en tout cas, elle n'avait aucune chance de pouvoir entrer dans l'Union européenne. Du coup, le gouvernement islandais est très embêté, il tergiverse pendant un an, et puis un an plus tard, rebelote, on fait un deuxième référendum pour demander aux Islandais, vous êtes bien sûr que vous ne voulez pas prendre à votre compte les dettes de vos banques? Réponse des Islandais pour la deuxième fois, non, on ne paiera pas les dettes de nos banques. Ouais. Et finalement, pour l'instant, elles ne sont toujours pas payées. Et l'Islande essaie de redécoller autrement, cette fois-ci, que via le dumping fiscal comme l'Irlande. Qu'est-ce qui permet à l'Islande de refuser de payer? C'est qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas dans la zone euro. L'Irlande, elle, est dedans, et donc elle est soumise complètement, à mon avis, à la pression et de Bruxelles, et de Paris, et de Berlin, qui l'obligent à payer les dettes. Vous voyez? Alors, ceci pour dire que l'explosion des dettes publiques en Europe n'est pas, de mon point de vue, d'abord un problème de dépenses publiques faramineuses qui ferait que nous vivrions au-dessus de nos moyens, comme beaucoup nous le racontent. En particulier en France, c'est vrai qu'on a une grosse dette publique, 90% du PIB, mais la part des dépenses publiques en France dans le PIB français n'augmente pas et même diminue plutôt depuis une quinzaine d'années. Je le redis parce qu'on est tellement habitué à ne pas entendre ça que ça vaut la peine de le répéter. La part des dépenses publiques en France dans le PIB français n'augmente pas depuis 15 ans et même est plutôt sur une pente légèrement décroissante. Donc si on a une grosse dette publique, ce n'est pas la faute à la puissance publique qui dépense trop. Donc alors, d'où vient le problème de la dette publique française? Alors, il est multiple, hein. Vous savez, c'est comme quand vous avez un accident de voiture, il y a plein de causes. Il avait trop bu, il faisait nuit, c'était dans un tournant, la chaussée était glissante, et il parlait à sa femme au téléphone. Il y a tout ça, tout ce
ce faisceau de raisons qui font qu'il a pris un platane. Donc chez nous aussi, il y a plein de facteurs. Il y en a un dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été très discuté et sur lequel je crois que ça vaut la peine qu'on réfléchisse, qui est en gros la pratique qui a été mise en place dans les années 70, qui consistait à obliger l'État français à se financer exclusivement sur les marchés financiers. Et donc à payer un taux d'intérêt sur la dette. Si la France, depuis les années 70, n'avait pas eu de taux d'intérêt à payer sur sa dette, la dette publique française aujourd'hui serait inférieure à 30% du PIB français. La différence, donc de 30 à 90%, et 60% de différence, c'est simplement le paiement du service de la dette. Donc les taux d'intérêt que nous versons aux créanciers de la dette publique française. Qui, pour une bonne part, et ça c'est une spécificité française, qui, pour une bonne part, ne sont pas des Français. 2/3 de la dette publique française sont détenus par des non-résidents. Alors vous me direz, mais comment est-ce qu'on aurait pu s'endetter sans payer de taux d'intérêt? C'est ce qu'on faisait jusqu'au début des années 70, grâce à ce qu'on a appelé les avances du Trésor. Le Trésor français faisait des avances, pardon, la Banque de France faisait des avances au Trésor, les avances au Trésor, de la Banque de France au Trésor, qui étaient des avances à taux nul. Alors c'était des prêts. La Banque de France faisait fonctionner la planche à billets, elle prêtait au Trésor à taux nul, et le Trésor remboursait au fil de l'eau. Mais la grande différence, c'est que c'est à taux nul. On a décidé, en gros, au cours des années 70, notamment via la loi des années 73, et en fait on a exagéré l'importance de cette loi, puisqu'elle ne dit pas formellement qu'il est désormais interdit de faire des avances au Trésor. C'est pas ce qu'elle dit. Elle rend la procédure plus compliquée, mais elle ne l'interdit pas. Donc au fond, le gouvernement aurait pu décider de continuer, mais ils se sont abstenus. Et c'est en partie ça quand même, je veux dire, ça c'est les chiffres, qui fait qu'on a une dette énorme aujourd'hui. 90%, est-ce que c'est très très grave? Historiquement, c'est la limite rouge au sens où, sur le siècle dernier, on ne connaît pas de pays qui ait dépassé les 90% en temps de paix et qui n'ait pas fait défaut dans les années qui ont suivi. Excusez-moi. Donc ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une loi écrite dans le ciel qui dirait attention, attention, on a dépassé les 90%, donc on va forcément faire défaut. C'est pas ce que je dis, mais simplement on constate empiriquement que à partir des 90, on entre dans les zones rouges qui probablement deviennent dangereuses pour nous tous. Juste un mot là-dessus également, vous avez sûrement entendu parler du fait que nous empruntons aujourd'hui sur les marchés financiers à des taux très faibles. En particulier, au début de l'année 2012, on a eu cette situation incroyable de pouvoir emprunter à des taux d'intérêt négatifs. Ça veut dire que les créanciers, les investisseurs, alors qui sont les investisseurs? C'est des riches épargnants, des fonds de pension, des assureurs, etc., des banques centrales, d'autres banques centrales, qui achètent de la dette publique française, ont accepté de nous prêter à un taux d'intérêt négatif. Ça veut dire qu'ils acceptaient de payer pour pouvoir acheter de la dette publique et donc prêter à la France. Ce qui est quand même très très paradoxal. Ça ne s'est jamais vu dans notre histoire. On n'est pas les seuls à en avoir bénéficié, l'Allemagne également, la Belgique également, et puis le Fonds européen de stabilité financière, le FESF, a également réussi à emprunter à taux à court terme, à taux négatif. Alors comment est-ce que ceci s'explique? C'est pas tout d'un coup un accès de générosité des marchés financiers pour la France, rassurez-vous. Ça n'a rien à voir. C'est lié au fait que les investisseurs internationaux ont absolument besoin d'avoir de l'euro dans leur portefeuille. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le dollar américain ne vaut pas grand-chose, dans la mesure où les États-Unis, eux non plus, ne pourront pas rembourser leur dette. En fait, tout le monde le sait, la dette américaine est trop grosse, mais il se trouve que comme le dollar est une devise universelle, pour l'instant, tout le monde continue de demander du dollar, parce que, si vous voulez, c'est auto-validant comme situation. C'est-à-dire que tout le monde a du dollar, donc tout le monde veut du dollar. Bon. Il n'empêche que les investisseurs veulent pouvoir diversifier les devises dans lesquelles sont libellés leurs portefeuilles, et donc ont absolument besoin d'avoir de l'euro. Donc ils disent, nous on veut l'euro. Et puis par ailleurs, ils veulent aussi avoir de la dette publique. Pourquoi? Parce que jusqu'à une date récente, la dette publique c'était quand même ce qui paraissait le plus sûr, surtout la dette publique européenne. Jusqu'à une date récente, si on vous avait parlé un jour d'une faillite d'un État européen, vous auriez souri quand même. Bon. Donc les investisseurs se disent, on veut de la dette européenne en euros. Évidemment, ils ne veulent plus prêter à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie. Donc qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste les gros pays qui émettent, l'Allemagne et la France, et puis la Belgique. Il se trouve qu'elle a émis pas mal
au début de l'année dernière, donc ils ont aussi prêté à la Belgique. Alors, pourquoi est-ce qu'ils prêtent à taux négatif? Pour y dire, mais s'ils veulent vraiment juste de l'euro, il leur suffirait d'avoir de l'euro, du cash, si vous voulez, de la liquidité dans une banque. Alors ça ne leur apporte rien, mais ça ne leur coûte rien non plus. Alors que là, acheter de la dette à taux négatif, ça coûte. C'est-à-dire qu'ils vont devoir payer le coupon, si vous voulez, les taux d'intérêt négatifs. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils pensent que le secteur bancaire européen peut faire faillite. Pourquoi? Parce que si j'ai des euros, des liquidités dans une banque européenne, par exemple française, que cette banque fait faillite, je perds des euros. Si j'ai un titre de dette publique dans une banque française qui fait faillite, la banque disparaît, mais le titre de dette publique ne disparaît pas. Je peux le revendre. Donc je n'ai pas tout perdu. Et si je pense qu'il y a une probabilité importante pour que les banques fassent faillite, ben, j'ai intérêt à acheter des titres de dette publique plutôt qu'à avoir des euros. Et donc le taux d'intérêt négatif dont nous avons bénéficié en début d'année 2012, qui a été interprété par certains comme une espèce d'état de grâce, en réalité c'est un très très mauvais signal. Ça veut dire que les investisseurs internationaux, qui ne sont pas idiots, savent que notre secteur bancaire européen peut faire faillite. Et que s'il fait faillite, ça va faire très mal en Europe. Oui. Et donc ils se prémunissent. Ils achètent de la dette publique et ils sont même prêts à payer pour avoir de la dette publique. Oui. Européenne, en euros. Malheureusement, cet accès de mansuétude a fait que, aujourd'hui, lorsqu'on dit, je ne suis pas le seul à le dire, hein, mais lorsque quelques économistes disent, mais on pourrait peut-être songer à renationaliser la dette publique française, hein, plutôt que de dépendre des marchés financiers, ce qui est très dangereux, on pourrait peut-être faire un grand emprunt. Eh bien, Bercy, pour ne pas les nommer, les hauts fonctionnaires de Bercy répondent, vous êtes complètement... vous êtes très très vieux jeu, les grands emprunts, ça c'est Giscard en 76, vous voyez, la sécheresse, l'emprunt sécheresse. Bon. Et ça, mon garçon, il faut atterrir dans la vie moderne. Aujourd'hui, ce qui est moderne, c'est le marché financier. Donc, en plus, ils sont gentils avec nous, on n'a aucune raison de ne pas emprunter sur les marchés. Sauf que c'est extrêmement dangereux. D'abord, ils sont gentils aujourd'hui avec nous parce qu'ils pensent que les banques vont faire faillite, ce qui est quand même pas une bonne nouvelle. Et ensuite, c'est pas parce qu'ils sont gentils avec nous aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas être très méchants demain matin. Alors j'explique ça en deux mots. C'est ce qu'on appelle, c'est un phénomène très connu, qu'on appelle le phénomène des taches solaires. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Supposez que demain soir, au journal de 20h, M. Pujadas dise, avec un air très sérieux, mesdames et messieurs, l'heure est grave, demain matin, le cours de l'euro va s'effondrer. Pourquoi? Parce que cet après-midi, on a vu des taches à la surface du Soleil. Des astrophysiciens de Saclay ont vu des taches à la surface du Soleil. Alors vous, comme vous venez aux soirées de l'espace scintillaire, vous savez qu'il n'y a aucune relation entre les taches sur le Soleil et le cours de l'euro. Et donc vous vous dites, ce brave Pujadas a raté l'occasion de se taire. Mais vous y réfléchissez à deux fois, surtout si vous êtes trader. Supposez que vous soyez trader et que vous ayez dans votre portefeuille des euros. Alors vous vous dites, moi je suis intelligent, parce que je vais aux conférences de l'espace scintillaire, mais il y a beaucoup de gens qui regardent le journal de 20h, et si on ne peut plus croire ce qui se dit au journal de 20h aujourd'hui, à qui va-t-on pouvoir se fier dans ce pays? Donc tous ceux qui ont vu Pujadas croient que demain l'euro va s'effondrer, et donc s'ils ont des euros, ils vont vendre l'euro demain matin, à la première heure, pour ne pas perdre de l'argent. Et moi qui ai des euros dans mon portefeuille, qu'est-ce que j'ai de moins idiot à faire du coup? Je vais vendre moi aussi, tout en me disant, ils sont bien bêtes de croire les âneries que raconte Pujadas. Oui. Donc, je me dis un malin ennemi, et demain matin, aux aurores, je vends massivement tout ce que j'ai, pour ne pas perdre. Et ce faisant, je contribue moi-même à la panique sur les marchés financiers, les marchés d'échange, et l'euro s'effondre. Et le lendemain soir, Pujadas pourra nous dire, tout sourire, mesdames et messieurs, je vous l'avais bien dit, on a vu des taches hier à la surface du Soleil, et le cours de l'euro s'est effondré. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose, fût-ce une ânerie, pas possible. Si sur les marchés, il y a suffisamment de gens qui sont convaincus que les autres vont le croire, ils ne peuvent pas lutter tout seuls contre le marché. Il est impossible d'avoir raison seul contre le marché. Donc même si vous pensez que c'est une ânerie, si vous êtes sur les marchés, vous êtes obligé de faire comme si vous pensiez que c'était vrai. Donc même si vous pensez que les taches sur le Soleil n'ont rien à voir avec le cours de l'euro, si vous croyez que les autres vont le croire, vous êtes obligé d'agir comme si vous pensiez vous aussi que c'est vrai. Vous voyez?
Du coup, si demain matin, quelqu'un qui a suffisamment d'autorité sur le marché se met à dire mais vous savez, au fond, la dette publique française, ça vaut rien. Et regardez, 90% du PIB, François Hollande à l'Élysée, ce pays est foutu. Demain matin, on emprunte à 5-10%. Ça ira très très vite. Prenons l'exemple de la Grèce. La Grèce, la dette publique grecque a commencé à exploser, enfin, le taux d'intérêt auquel la Grèce empruntait a commencé à exploser en janvier 2010. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 31 décembre 2009 et le 1er janvier 2010 en Grèce? Rien du tout. Il n'y a eu aucune nouvelle fracassante. Bon. 4 mois plus tôt, Papandréou avait pris le pouvoir et avait dit « Ah ben je constate quand même que les finances sont plus dégradées que ce qu'avait dit mon prédécesseur ». Il avait un peu menti. Donc lui-même révèle une partie de la vérité, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, les comptes publics étaient faux. Lui-même d'ailleurs ne dit pas tout, bon, mais à ce moment-là, en septembre 2009, ça n'a fait ni chaud ni froid au marché financier, qui s'en fichaient complètement. Mais en début 2010, il se trouve que, alors je pourrais raconter ça si vous voulez tout à l'heure, bon, la tâche commence à exister, la tâche solaire, et les marchés se disent, mais au fond la Grèce est insolvable, donc maintenant on va retirer notre argent de la Grèce. Et pour continuer à prêter à la Grèce, il faut lui prêter très très cher, parce qu'on pense que la probabilité que la Grèce ne rembourse pas est très élevée. Et ça, c'est auto-réalisateur, si vous voulez. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Alors, vous pourriez me dire, mais heureusement que Pujadas, justement, ne fait jamais ce genre de prophétie à la télévision. Il dit jamais, demain matin, le cours de l'euro va s'effondrer. Donc, c'est pas si grave, ce genre de prophétie. Malheureusement, c'est très grave parce qu'on en fait tous les jours des tâches solaires. Tous les jours, sur les marchés financiers. Les marchés financiers ne fonctionnent que à coup de tâches solaires. Ils sont toujours entre l'explosion de la dernière tâche solaire et la naissance de la prochaine. Alors, un exemple très célèbre, pendant plus de 20 ans, vous avez quelqu'un qui a régné sur les marchés financiers, qui s'appelait Alan Greenspan, qui était le patron de la Banque centrale américaine, de la Fed. Et dès qu'Alan Greenspan faisait un discours, toutes les salles de marché ouvraient la télévision et écoutaient Alan Greenspan. Et si ce jour-là, il était de bonne humeur parce que c'était, je sais pas, son anniversaire, les gens disaient « Ah, Greenspan sourit, donc les gens vont croire qu'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer, donc ils vont acheter, donc les cours vont monter, donc j'achète. » Tout le monde achetait et les cours montaient. Et puis si ce jour-là, Alan Greenspan avait des brûlures d'estomac, donc il faisait la grimace, les gens disaient « Ouh là là, Greenspan fait la grimace, donc les autres sont assez stupides pour croire qu'il a des mauvaises nouvelles à nous annoncer, donc ils vont vendre, donc les cours vont baisser, donc je vends. » Et tout le monde vendait et les cours baissaient. Et après, on disait, M. Greenspan, c'est un magicien, il anticipe les cours à quelques heures d'avance. En fait, le brave Greenspan, qui de formation était saxophoniste, n'anticipait rien du tout. Simplement, on l'avait utilisé comme tâche solaire. Bon, on aurait pu prendre n'importe qui d'autre, mais voilà, c'était lui. Autre exemple très connu, c'est la visite protocolaire au Japon de Bush en 2002. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le Japon est dans la déflation depuis le début des années 90. Bush, en 2002, fait une visite à Tokyo et puis il fait une conférence de presse à l'issue de son entretien avec le Premier ministre. Et là, il fait un lapsus, parce qu'il a un vocabulaire limité, il confond déflation et dévaluation. Alors il dit, mesdames et messieurs, le Japon connaît une dévaluation terrible, en voulant dire une déflation terrible. Alors toutes les salles de marché écoutent, ils disent, là, il est en train de nous annoncer la dévaluation du yen, et tout le monde se met à vendre du yen massivement. Et le yen perd de 3% en quelques heures. À telle enseigne que le Premier ministre japonais est obligé de faire une contre-conférence de presse en disant « Non, 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 ne vous inquiétez pas, c'est juste que le président Bush ne sait pas lire les notes qu'on lui a écrites. Il n'a jamais voulu parler d'évaluation, il voulait parler de déflation. » Alors du coup, les salles de marché entendent, se disent « Ah bon, ça n'est que la déflation. » Mais oui, on est bien au courant, donc il n'y a pas de problème. Ils se mettent à racheter du yen, et le yen reprend les 2-3% qu'il avait perdus en quelques heures. Donc ça, c'est un exemple incroyable, mais vrai, de tâche solaire. Donc ça vous dit que les cours de la bourse, c'est pas du tout, si vous voulez, de mon point de vue, mais ce que je dis là est, je veux dire, est bien connu de l'analyse économique la plus orthodoxe, la plus mainstream. S'il y a des spécialistes dans la salle, on peut vraiment discuter techniquement sur le fond. Je fais exprès de ne prendre que des métaphores pour que ce soit intelligible, mais je pourrais redire la même chose de manière très technique et donc incompréhensible, mais peu importe. Voilà, les marchés sont toujours agités par les tâches solaires. Il n'y a pas de... Donc les cours de la bourse ne sont pas le résultat d'un calcul extrêmement savant et extrêmement sage sur les fondamentaux de l'économie, à 35 ans d'horizon, vous voyez, où on sait que, je ne sais pas quoi,
d'ici 35 ans, le Japon sera sorti de la déflation et donc on a fait des calculs. Non, pas du tout. C'est des tâches solaires, qui peuvent être éventuellement très sophistiquées, peu importe, mais qui sont uniquement des tâches solaires, c'est-à-dire des prophéties auto-réalisatrices qui peuvent éventuellement n'avoir aucun lien avec la réalité. Un autre exemple, alors là encore plus caricatural, puis je vais m'arrêter là sur les tâches solaires, même si j'aime beaucoup ce sujet, le cours du pétrole en 2008. Alors vous savez, quand un trader panique sur les marchés financiers, il y a une espèce d'atavisme qui fait qu'il a toujours 3 lieux refuge. Le premier, c'est le pétrole, parce qu'il se dit on aura toujours besoin de pétrole sur cette planète. Le deuxième, c'est de l'or. Alors ça, c'est un vieil archaïsme lié à l'étalon or. Peut-être qu'un jour, on reviendra à l'étalon or, donc par sécurité, j'achète de l'or. Et le troisième, c'est le franc suisse. Pourquoi le franc suisse? Ne me demandez pas, je ne sais pas, peut-être parce que c'est là qu'il a caché son argent, je ne sais pas. Et voilà. Et du coup, en 2008, au moment de la crise des subprimes, bon, vous avez des tas de traders qui se mettent à vendre leurs actifs subprimes parce qu'ils savent que ces actifs ne valent plus rien, c'est des actifs pourris. Du coup, ils récupèrent de l'argent avant que tout ne soit trop tard. Ils ne savent pas quoi en faire, ils sont paniqués, ils achètent du pétrole, de l'or et du franc suisse. Et en tout cas, pour le pétrole et l'or, ça marche très très bien. Bon, j'ai la courbe sur mon ordinateur, mais je ne vais pas vous la montrer ici. Si vous regardez le cours de l'or et du pétrole, en gros, de début 2008 à mi-2009, ils sont absolument parallèles. Ils suivent exactement la même courbe. Et or, la demande et l'offre réelle de pétrole et d'or n'ont rien à voir. Il n'y a aucune raison pour que le cours de l'or et du pétrole soient complètement corrélés. En fait, ils le sont. Pourquoi? Parce que le prix de l'or et le prix du pétrole ne sont pas dictés aujourd'hui par l'offre et la demande réelle de pétrole, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment besoin de pétrole, qui ont vraiment besoin d'or, et c'est dicté par les étages supérieurs de la fusée qui sont donnés par les marchés financiers. Parce que les marchés financiers sur le pétrole, donc ce qu'on appelle les actifs dérivés, sur le pétrole, qui nous permettent de jouer sur le pétrole, pèsent 30 fois plus lourd que le marché du pétrole réel. Oui. Et donc quand ça s'agite aux étages supérieurs, ça fait faire la montagne russe au rez-de-chaussée qui est le pétrole réel. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez que le marché du pétrole, en fait, c'est un grand immeuble. Bon. Au rez-de-chaussée, vous avez l'offre et la demande réelle de pétrole. Il y a des gens qui ont besoin de pétrole pour faire décoller leurs avions. Et puis l'Arabie Saoudite qui produit du pétrole. Ça, c'est la réalité, si vous voulez, c'est le monde réel. Et puis aux étages supérieurs, vous avez un empilement de marchés où vous avez des capitaux qui viennent s'investir sur des actifs dérivés sur le pétrole. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un actif dérivé sur le pétrole? Par exemple, c'est un contrat qui vous dit, eh bien, moi, je veux être livré, je veux recevoir 30 000 barils de pétrole le 15 septembre 2019 s'il a neigé le 8 janvier 2013. Ça, c'est un actif. Alors, quelle est la probabilité qu'il neige le 8 janvier 2013? Voilà. Bon, etc. Évidemment, celui qui achète ça, surtout si c'est une banque, n'a aucune intention de se faire livrer du baril en 2019, du pétrole en 2019. Surtout si c'est un trader dans un appartement, dans un bureau cossu de Manhattan. C'est pas du tout son problème. Il va évidemment revendre cet actif plus tard. Et il espère le revendre avec une marge, commission. Donc il spécule, c'est juste de la spéculation sur le prix du pétrole. Sauf que quand ces marchés-là, les étages supérieurs, pèsent 30 fois plus que le rez-de-chaussée, évidemment, quand ça bouge en haut, ben, ça bouge en bas. Vous voyez? Ça va? Vous saisissez un peu? Bon. Voilà, je m'arrête là sur les marchés financiers pour vous donner à sentir que nous mettre à genoux devant les marchés financiers sous prétexte qu'aujourd'hui ils sont gentils avec nous, n'est certainement pas une bonne idée à mon avis. Je termine sur ma première partie parce que je suis beaucoup trop lent. La zone euro. Alors, je vous ai décrit un petit peu donc, les difficultés des pays qui sont particulièrement en détresse aujourd'hui. Globalement, si je regarde l'ensemble de la zone, au moment où on a construit la zone, les économistes des années 90 espéraient que le fait d'avoir une monnaie unique permettrait une convergence des économies. C'est-à-dire, ils ont rêvé que, en gros, la Grèce converge vers l'économie allemande, comme le Portugal ou la France, bon, avec comme modèle l'économie allemande. Et ils se sont dit, ben, on va forcer la convergence en donnant un marché unique et une monnaie unique à tout le monde. Comme ça, tout le monde sera à la même enseigne, tout le monde aura la même inflation, en gros, tout le monde aura les mêmes taux d'intérêt, bon, il faudra ramer ensemble. Ce qu'on observe depuis la création de la zone euro, c'est une divergence accrue entre les pays de la zone. En gros, en deux sous-zones, la zone euro nord, industrialisée, donc ça c'est Autriche, Pays-Bas, Allemagne, Finlande, et la zone euro sud, qui se désindustrialise à grande vitesse, France, Espagne, Italie, Portugal, Grèce. Alors qu'est-ce qui fait vivre la zone du sud? C'est davantage les services. Nous, on est très bon dans un certain nombre de services hospitaliers, etc. Et puis l'agroalimentaire, mais de moins en moins l'industrie.
l'industrie manufacturière, de moins en moins. Et donc, il y a deux, si vous voulez, deux modèles économiques complètement divergents qui se sont installés et qui se séparent l'un de l'autre. La distance grandit avec le temps, au lieu de se réduire. C'est-à-dire que les pays du Nord continuent de s'industrialiser, l'Allemagne continue de construire sa croissance sur ses exportations de biens manufacturés, en particulier de machines-outils, et nous, les Français, par exemple, nous continuons de nous désindustrialiser. Et donc, au lieu qu'on ait une convergence facilitée par la zone euro, on a une divergence. Et ça, aujourd'hui, quand même, les économistes finissent par reconnaître que ça pose un problème majeur à la zone euro. On ne voit pas du tout, en tout cas moi je ne vois pas, comment on pourrait refaciliter aujourd'hui la convergence. Et s'il n'y a pas de convergence, à un moment ou à un autre, ce sera très très difficile de maintenir l'unité monétaire dans la zone euro. Parce qu'on va continuer à avoir des déficits de balance commerciale de plus en plus importants dans les pays du Sud. Pourquoi? Parce que comme nous ne produisons plus les produits manufacturiers dont nous avons besoin, nous les importons des pays du Nord, en particulier d'Allemagne. Bon. Et donc nous allons avoir des déficits commerciaux grandissants. Bon, je ne vois pas structurellement comment on pourrait s'en sortir. Vous voyez? Alors, en fait, ce que je dis là, maintenant, est à peu près admis de la plupart des économistes mainstream. La question qui reste posée, c'est comment maintenant on sort du piège. Une fois qu'on a compris que nous nous sommes construits à nous autres, Européens, un vaste piège qui ne marche pas, comment est-ce qu'aujourd'hui on répare le piège? Alors, vous avez évidemment la solution radicale et extrême qui n'est pas celle que je défends, qui est de sortir de la zone euro. C'est pas du tout ce que je prône. Et puis, vous avez une solution intermédiaire qui est en train de gagner du crédit aujourd'hui, qui est peut-être celle qu'on va lui proposer, hein, qui est que la Banque Centrale Européenne, au lieu de fixer un seul taux d'intérêt, fixerait deux taux d'intérêt. Un taux pour les pays du Nord et un taux pour les pays du Sud. Et elle mettrait un taux plus élevé pour les pays du Nord, de manière à favoriser un peu d'inflation dans les pays du Nord, et un taux plus bas pour les pays du Sud, de manière à ne pas autoriser l'inflation dans les pays du Sud. Du coup, les prix monteraient dans les pays du Nord, et baisseraient dans les pays du Sud, et ça, ce serait une manière de faire, si vous voulez, le rattrapage salarial via l'inflation. Vous voyez? Bon, moi je suis assez sceptique sur cette solution, mais on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Pour ma part, je défends plutôt une autre solution, mais qui, je dois l'avouer, n'a pas de succès auprès de la classe politique française, pas du tout, qui avait été discutée dans les années 90, qui a été abandonnée pour une raison que je ne comprends pas aujourd'hui. Moi j'étais étudiant dans les années 90, donc je n'ai pas participé à ces négociations. Quand je demande aux constructeurs de la zone euro français pourquoi ils n'ont pas adopté cette solution, je ne comprends pas la réponse. Donc je ne peux pas vous dire pourquoi, honnêtement. Cette solution, c'est simplement de remplacer l'euro-monnaie unique par un euro-monnaie commune. Alors, la différence est simple, au fond, même si elle peut paraître subtile. Nous gardons l'euro pour toutes les transactions hors de la zone euro, donc par exemple pour acheter du pétrole, ou autre chose, et nous revenons à des monnaies nationales, des devises nationales à l'intérieur de la zone euro. Donc, dans les transactions entre Allemands et Français, par exemple, on fait une dévaluation de l'euro-franc, si vous voulez, par rapport à l'euro-marque. Même chose en Grèce, même chose en Espagne, même chose en Italie. Par contre, dès qu'il s'agit de faire des transactions hors zone euro, on garde l'euro d'aujourd'hui. Ça ne change rien. Vous voyez. Et le taux de change entre l'euro-franc et l'euro-marque n'est pas livré aux mains des marchés financiers, ça c'est la dernière bêtise à faire, à cause de tout ce que je vous ai raconté sur les tâches solaires, mais est négocié politiquement. C'est-à-dire, on s'assoit à la table des négociations une fois par an à Bruxelles et on dit voilà, ben nous les Français, on a quand même besoin de dévaluer notre monnaie parce qu'au fond, ben voilà, on a du déficit commercial et donc ça nous arrange. Bon. Évidemment, ceux qui seront complètement contre cette solution, ce seront les Allemands. Et c'est peut-être ça la raison fondamentale pour laquelle on n'a pas adopté cette solution, c'est que si on le faisait, évidemment tous les pays du Sud dévalueraient demain matin, bon, et les Allemands perdraient en quelques heures 20 ans d'efforts d'industrialisation pour être compétitifs. Pourquoi? Parce que, je pense que c'est important de le dire et de le redire, les Allemands se serrent la ceinture depuis 20 ans. Les classes moyennes allemandes souffrent depuis 20 ans. Elles ont souffert pendant 10 ans pour financer la réunification allemande. Et depuis le début des années 2000, elles souffrent à cause des accords salariaux que les syndicats allemands ont signés qui font qu'il n'y a plus d'augmentation de salaire en Allemagne jusqu'en 2010. Donc, depuis 2010, les salaires commencent à augmenter de nouveau un petit peu. Et au moins jusqu'en 2010, il n'y a pas eu d'augmentation salariale en Allemagne, de sorte que le pouvoir d'achat des classes moyennes allemandes a diminué depuis 20 ans. Il a diminué.
Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Il n'a pas augmenté beaucoup, je vous l'accorde, mais il n'a pas diminué en France. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut bien comprendre aussi pourquoi les Allemands n'ont aucune envie de payer pour les Grecs. Ils ont déjà payé très cher pour les Allemands de l'Est. Ils ont payé en gros entre 2 et 3% du PIB allemand tous les ans, pendant 10 ans, dans les années 90. Ce qui était en gros le coût des réparations du traité de Versailles. Vous voyez ? Depuis le début des années 2000, ils continuent de se serrer la ceinture, cette fois-ci pour être compétitifs et pour exporter leurs machines-outils. Et maintenant, on irait leur dire de payer pour les Grecs. C'est évidemment juste impossible de leur demander ça. C'est pas possible. Alors, j'en profite à ce niveau-là de la discussion pour dire, évidemment, il y a une autre grande solution à tous les problèmes que j'évoque, qui est le fédéralisme budgétaire européen, dont vous avez entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est le fédéralisme? Vous créez un grand budget européen, unique, sur toute une série de sujets. Alors, est-ce qu'on fait un budget européen sur tout? On n'est pas obligé, mais au moins sur les principaux postes budgétaires. Bon. Et on mutualise les coûts et les richesses. Ce qui veut dire, en clair, que les pays riches payent pour les pays pauvres. C'est ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a plein d'États. L'État d'Indiana, par exemple, aux États-Unis, est en faillite. L'État de la Californie est en faillite. Mais ça n'émeut personne parce qu'on sait que l'État de New York continue de payer pour ces autres États. Quel est le niveau des transferts budgétaires entre États riches et États pauvres aux États-Unis à l'intérieur de la Fédération américaine? C'est de nouveau du 2-3% du PIB par an. C'est à peu près ce qu'a coûté la réunification de l'Allemagne. Et de mon point de vue, c'est en gros le maximum qu'on peut exiger d'un État organisé pour d'autres que ses propres citoyens. Effectivement, si on avait fait un fédéralisme budgétaire en 2010, payer les dettes publiques des pays du Sud, ça aurait coûté en gros 3% du PIB allemand tous les ans pendant 10 ans. Donc c'était très dur, mais c'était encore imaginable, disons, me semble-t-il. Alors, je n'ai pas refait le calcul depuis 2010, mais j'ai un collègue qui l'a refait l'été de l'année, 2012. Comme on n'a pas fait le fédéralisme budgétaire en 2010, comme entre-temps les dettes publiques des pays du Sud continuent d'augmenter, évidemment la facture s'alourdit terriblement. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus que 3% du PIB allemand qu'il faudrait payer tous les ans pendant 10 ans. D'après ce collègue, c'est pas très loin de 10% du PIB allemand. Donc ça, c'est évidemment pas possible. Et vous voyez que c'est pas possible, quelle que soit la couleur politique du gouvernement qui sera élu en Allemagne le 22 septembre 2013. C'est indépendant et de sa conviction européenne et de sa couleur politique. C'est juste pas possible. Alors, ça ne veut pas dire que je ne sois pas favorable au fédéralisme budgétaire européen. Moi, je suis pro-européen, évidemment. Et vous savez, par exemple, que la COMECE, la Commission des évêques européens, a pris parti dans une grande et belle déclaration de janvier 2012 pour le fédéralisme européen. Les évêques européens disent, nous encourageons l'Europe à avancer à marche accélérée vers le fédéralisme européen. Donc je suis pour, moi aussi. Simplement, je dis, ça ne sera pas demain matin, vu le contexte. On ne peut pas décemment demander aux Allemands, à partir de demain matin, de payer quelque chose comme 10% de PIB par an pour sauver les Grecs, les Espagnols, les Italiens, les Portugais, et voire les Français. Alors, puisque ce n'est pas possible, puisque les pays vont quand même faire défaut d'ici là, très probablement, faire défaut sur leur dette publique, puisque l'euro-monnaie commune n'est pas compris, bon, donc à mon avis, il ne sera pas mis en place, pour ne rien vous cacher, il y a des économistes, et pas du tout des gauchistes chevelus barbus, qui réfléchissent à des situations où ils auraient une scission de la zone euro entre la zone euro du Nord et la zone euro du Sud, avec 2 euros, un euro fort et un euro faible. Alors, par exemple, c'est le sujet sur lequel la Banque de France fait plancher ses chercheurs depuis l'été dernier. Alors, elle ne le dit pas du tout, elle ne le dit pas officiellement. Même si vous faites venir ici un économiste de la Banque de France, il vous dira non, c'est pas du tout ce qu'on fait. Voilà. Parce qu'ils ont interdiction d'en parler. Donc moi, je ne suis pas économiste de la Banque de France, je vous en parle, parce que je pense que c'est suffisamment intéressant pour qu'on en prenne conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, mais au fond, au moment où il va s'agir de payer, soit on laisse les pays sortir de la zone euro, alors dans le cas de la Grèce, c'est pas très grave, la Grèce pèse rien du tout, donc c'est pas grave pour les autres. J'expliquerai plus en détail si vous voulez pourquoi c'est pas si grave. Mais dans le cas de l'Espagne, c'est gravissime. L'Espagne, c'est 10% du PIB européen, si l'Espagne sort, la zone euro, en gros, est fichue. Bon. Et donc vous avez les économistes et les politiques d'ailleurs qui se disent, en réalité, c'est pas impossible que l'Allemagne décide de sortir avant, pour ne pas avoir à porter le poids de la responsabilité d'avoir mis l'Espagne dehors. Donc l'Allemagne pourrait dire, une fois Angela Merkel pourrait dire, après septembre 2013, de toute
fois qu'elle est réélue, avec toute sa légitimité. Bon, vous êtes bien gentil, mais on voit bien que vous n'arrivez pas à balayer chez vous, donc nous, on s'en va. Parce que vous êtes trop mauvais, vous êtes trop nuls. Et l'Allemagne, dans ce cas-là, sortirait avec l'Autriche, les Pays-Bas, la Finlande. Alors, je ne vous dis pas du tout que c'est ce qui va se passer. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens sérieux qui travaillent sur ce type de scénario. Pour vous dire un peu l'étendue des scénarios, la panoplie des situations possibles. Et donc, pour résumer, ça va encore tanguer beaucoup dans la zone euro, dans les mois qui viennent, les années qui viennent.